coach LinkedIn chez Madame Branding. Bienvenue sur le podcast Bien dans mon business, votre dose hebdomadaire de joie, d'énergie et de bonne humeur, où chaque semaine je vous livre les clés pour booster votre énergie et votre entreprise. J'espère que vous êtes bien installés, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast où aujourd'hui on va parler de copywriting. On va parler ensemble de copywriting et surtout en fait de page de vente. La page de vente, pour moi, c'est vraiment... c'est un essentiel au final quand on cherche à vendre ses services sur Internet, quand on cherche à vendre de la formation, du coaching, d'autres prestations de services tout simplement. Vous pouvez effectivement faire une page de vente. Et je sais que vous êtes beaucoup parmi tous ceux qui nous écoutent. Vous êtes beaucoup effectivement à avoir des pages de vente. Et en plus, vous savez que j'ai l'habitude de dire que votre profil LinkedIn, c'est votre page de vente ou le produit, c'est vous. Donc, on va vraiment focaliser cet épisode sur la page de vente et le copywriting. Et pour ça, j'ai l'honneur d'avoir invité Céline Niederhofer qui est copywriter et qui a également une formation en copywriting pour parler du sujet, pour nous donner les tips qu'il faut vraiment ne pas rater pour avoir une page de vente qui convertit derrière. Donc, sans plus attendre, je vous laisse avec l'interview de Céline. Vous allez voir, très riche en exemples, très concrets, avec bien évidemment, comme à chaque fois, des actions concrètes et des conseils applicables que vous pouvez mettre en place dès la fin de l'épisode. Je vous souhaite une très très belle écoute et à très vite. Bonjour Céline. Bonjour Pauline. Comment vas-tu? Ça va très très bien et toi? Super, en forme, la rentrée. Parfait. Grosse rentrée, parfait, exactement. C'est tout ce qu'on aime, la rentrée, reprendre les projets à fond. Parfait. Je suis super contente en tout cas de pouvoir t'avoir aujourd'hui sur le podcast Bien dans mon business, pour parler de copywriting. Est-ce que tu peux d'abord te présenter, du coup, pour ceux qui nous écoutent? Oui, bien sûr. Je suis Céline Niederhofer, je suis copywriter et coach en copywriting. Ça veut dire que ma semaine, elle est divisée en deux. Il y a la première partie où j'écris pour mes clients, parce que c'est important de continuer pour moi d'écrire pour des vrais clients, des startups, de la mode masculine, des jets privés, des NFT, un peu tout vraiment comme projet pour continuer de rester actif. Et après, à partir du jeudi et vendredi, là, je me mets en mode coach en copywriting et j'aide les débutants copywriters, les apprentis copywriters, tous ceux qui veulent se reconvertir, apprendre un nouveau métier, on va dire concepteur, rédacteur. Comment tu écris vraiment des textes engageants, captivants, des textes qui vont aller choper du clic. Parce qu'aujourd'hui, la bataille, elle est là. On veut que les gens, ils cliquent. Et ça, c'est le travail de copywriter. Et du coup, ouais, j'aime beaucoup cette répartition de ma semaine. Copywriter, coach en copywriting. Top, ouais. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment est-ce que tu en es arrivé là? Parce que du coup, on en avait un petit peu discuté ensemble et je sais que tu as un parcours qui est super intéressant. Alors, super intéressant, je sais pas, on va dire super chaotique, clairement, oui. Alors, j'avais fait une école de commerce où je m'étais formé dans le métier des achats, c'est-à-dire que je bossais dans une usine et j'achetais beaucoup de plastique. Moi, mon délire, justement, c'était pas mon délire. J'achetais du plastique et c'était pas pour moi, clairement, tu vois, que ce soit General Electric, Schneider Electric ou mes derniers clients, c'était Land Rover et Jaguar pour acheter le plastique pour les feux arrière des voitures, mais ça me plaisait pas trop. J'étais pas trop au fichier Excel. Je sentais que j'étais plutôt Word, tu vois. Et donc, j'ai eu la chance en 2008, quand il y a eu la crise des subprimes, de pouvoir partir avec un gros chèque qui m'a permis de me poser, de rembourser toute mon école de commerce et l'emprunt que j'avais fait et de me poser la question vraiment, bon, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Et le qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Ça tournait autour de l'écriture. J'avais envie d'aider les gens et j'ai eu la chance de rencontrer le plus grand coach en séduction au monde. Un mec, il était coach en séduction. Il avait écrit un livre sur le coaching en séduction. On s'était rencontrés. Il m'avait dit, mais écoute, visiblement, tu sais parler, tu sais écrire, tu as l'air d'aider les autres. Vas-y, deviens coach en séduction. Et tu sais, c'est un peu comme quand, je sais pas, Alain Prost te dit, waouh, qu'est-ce que tu conduis bien, tu devrais devenir pilote. Tu y crois, tu as envie d'y croire, tu es validé, tu vois, par le pape. Donc, tu te dis, OK, on y va. C'est comme ça que je suis devenu donc coach en séduction en 2009.
Mais il me manquait une grosse leçon. Moi, j'étais persuadé que j'allais trouver des clients en écrivant tous les jours sur mon blog et j'étais persuadé surtout que pour me faire connaître, pour trouver des clients, pour prospecter, j'étais persuadé que je devais faire de la télé. Donc, j'ai eu des M6, des zones interdites, des capitales, du Canal+, du Énergie 12, plein de documentaires, des trucs sérieux, tu vois, du France 3, LCI, enfin tout, des radios, de la presse aussi, et les clients ne venaient pas suffisamment. Tu vois, c'est-à-dire que j'ai eu des clients, oui, mais pas suffisamment pour en vivre. Et ça a duré pendant 1 an et demi à peu près, avant que je rencontre un de mes concurrents à l'époque. C'était un concurrent, c'était le fondateur du site artdeséduire.com. Mais quand je te dis concurrent, le site était tellement moche que je considérais même pas que c'était un concurrent. Moi, j'avais un site qui était beau, il était léché, il y avait une vraie identité, il y avait un vrai nom. Le piègeafilles.com, c'était vraiment un hommage aux années 60, à Jacques Dutronc, à sa chanson Moi, j'ai un piège à filles. Tu vois, et tout avait été réfléchi avec mes potes dans le branding. En fait, tous mes potes de l'époque, ils étaient dans la communication, ils travaillaient en agence et des agences prestigieuses, ils gagnaient des prix. Et donc, on avait fait ce super beau site avec des codes couleurs des années 60, très boys club américain, tu vois, bleu et vert, mais bleu et vert un peu à la papa, quoi. Un truc vraiment classe. Le logo de l'entreprise, c'était un slip, tu vois, un slip kangourou, parce que c'était vraiment emblématique de la séduction à l'italienne. Tu vois, le rital un peu sur la plage en moule bite, c'était un peu ça le délire de se dire, allez, on est des bonhommes, mais on ne se prend pas du tout au sérieux. Et c'était ça un peu tout le ton du piège à filles. On était un peu dans la drague délire, on va dire, d'accord? Mais tout ça, en fait, ça marchait pas du tout pour faire venir des clients. Il y avait une forte identité, mais ça faisait pas venir de clients. Et mon concurrent, artdeséduire.com, lui, en fait, alors c'était tout moche, mais il avait capté un truc que je n'avais pas compris encore. Il avait compris le SEO. Donc lui, tous ses articles, ils n'étaient pas fun comme les miens. C'était pas. Moi, l'idée, c'était être un peu Sex and the City au masculin. Tu vois, des chroniques sur comment être cool, comment vivre une vie trop sympa, trop fraîche à Paris. Mais en fait, non, les clients, ils voulaient pas ça. Les clients, ils venaient juste parce que dans Google, ils tapaient comment réussir mon premier rendez-vous, comment avoir plus de matchs sur. Alors, à l'époque, on disait pas match, mais comment faire des rencontres sur Adopte un mec. Tu vois, parce que c'était encore l'époque d'Adopte un mec. Tinder est arrivé en 2013. Et donc, ce mec-là et moi, ce fondateur d'Art de Séduire, on s'est dit, vas-y, viens, on va fusionner tous les deux. Et je suis devenu le visage, le coach, le rédacteur, le responsable éditorial et le formateur. C'est là que j'ai commencé du coup à comprendre, ah ouais, en fait, le business, c'est pas que le coaching en face à face, mais c'est la vente d'infoproduits. C'est là que j'ai découvert la notion d'infoprenariat grâce à lui. Donc, on est en 2010 à l'époque. Et donc, il me commande mes premières formations, le guide du premier rendez-vous, le guide de la confiance en soi, ces choses-là. Et quand il a vu que j'écrivais bien des articles, quand il a vu que je faisais bien des formations, il m'a dit, OK, maintenant, j'aimerais bien que tu écrives la page de vente. Là, moi, je me dis, what? Pardon, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Parce que je ne connaissais pas ce terme vraiment. Il me dit, ben, la page de vente, c'est juste la page que les lecteurs vont lire, que tes prospects vont lire, et à la fin, il faut qu'ils soient tellement émerveillés, ils vont cliquer pour l'acheter. Ah, d'accord. Donc moi, je me suis dit, OK, facile. Je me lance. J'écris un truc. Je lui remets 3 jours plus tard. Là, comme d'habitude, il imprime, il sort son stylo rouge, et devant moi, clac, clac, il raye, rayure après rayure, ligne après ligne, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Il m'a démoralisé, vraiment, en 2 minutes, mais même lui, il était tellement démoralisé parce qu'il lisait, il s'est arrêté, il m'a dit, OK, bon, il y a un problème, pardon, Céline, mais tu connais pas le copywriting? Je dis, pardon, alors déjà, page de vente, je ne connaissais pas, mais copywriting, qu'est-ce que c'est que ce mot? Il me dit, ah, OK, donc on a tout à reprendre. Je n'étais pas là, mais il n'y a pas tout à reprendre, il y a tout à apprendre. Qu'est-ce que c'est? Il m'a mis dans les mains un bouquin. OK, il m'a mis en gros, avant qu'il mette le bouquin, genre, quand même, on a fait un test. Parce que ce qui se passait, c'est que moi, j'étais arrogant, j'étais jeune. Tu vois, à l'époque, j'avais quoi, 26 ans. Dans ma tête, je me disais, c'est sûr, je connais, je sais faire. Il m'a dit, OK, on va faire un test. Sur une base de 10 000 clients qu'il avait, on a envoyé ma version de la page de vente à 1 000 personnes. On a envoyé sa version de la page de vente à 1 000 personnes. J'ai fait 3 pauvres ventes. Il en a fait 30. Tu vois, c'est-à-dire que lui, même sans avoir lu la formation, sans savoir ce qu'il y avait dedans, il savait exactement comment vendre ce produit. Il m'a mis un x10 dans la tête. Moi, j'étais humilié. Tu vois, donc là, il a sorti de son tiroir un petit bouquin qui s'appelait
Power Copywriting for the Internet, avec l'accent, tu vois. Power Copywriting for the Internet. C'était Bob Serling. On ne le trouve pas trop en ligne, ce bouquin, parce que je crois qu'il n'est plus édité. Et là, j'ai lu le truc, je dis, ah ouais, en fait, donc il y a des mots euh, qui donnent envie de cliquer. Il y a des mots qui donnent envie de lire. Il y a des mots qui te mettent dans des états émotionnels complètement fous. Mais c'est génial, ce truc. Et en plus, ces mots, ils font vendre. J'ai appris ça. Et à partir de là, dès l'année d'après, j'ai commencé à prendre mes premiers clients en tant que copywriter freelance. Donc, j'ai commencé pour Wilkinson, il y a eu Boss, il y a eu d'autres clients assez prestigieux. Et aujourd'hui, bah, j'écris pour divers types de clients. Tu vois, je continue. Donc, que ce soit dans la mode masculine, que ce soit dans les jets privés, que ce soit dans les NFT, que ce soit pour des startups. J'ai vraiment des clients ultra variés. Et c'est ce qui m'intéresse toujours, de toucher à cette variété dans le business pour toujours élargir un peu ma palette. Donc voilà comment en gros je suis devenu copywriter. À la base, j'étais juste rédacteur, j'étais blogueur, j'étais super content de faire tout ça et j'ai dû apprendre le copywriting et en fait, c'est ce que je préfère faire aujourd'hui parce que c'est tellement puissant et tu te dis, OK, je vais envoyer un mail. Waouh, les ventes, elles vont tomber. D'accord, donc je suis payé pour écrire avec des mots, mais j'adore. J'adore. C'est vraiment un job que j'adore et je pense que je vais continuer pendant quelques années encore. C'est super, super intéressant et j'adore le fait que du coup, ce soit quelque chose qui soit un peu plus venu à toi au final Ouais, et que bien tu sois sûr. tombé là-dedans et que tu aies dû au final apprendre tout ça. Et on sent cette volonté en tout cas d'apprentissage et de variété. Mais toujours, là, alors, toi, tu as la chance d'avoir l'image au moment où on enregistre ce podcast. Il y a toute la bibliothèque derrière et Oui, l'idée, c'est vraiment de rester sur un rythme de un livre par semaine minimum. Tu es obligé de continuer de te former. En gros, en économie, en prépa, à l'époque, on avait appris un truc, ça s'appelait le théorème de la Dame Rouge ou le théorème de la Reine Rouge. C'est-à-dire, tu vois, dans Alice au Pays des Merveilles, ils courent et ils sont obligés et ils te disent, bah, c'est simple, tu es obligé de courir pour rester sur place. C'est ce qui veut dire corollaire, ça veut dire que si tu ne bouges plus, tu te fais dépasser et tes concurrents, ils partent loin devant toi. Donc, ouais, la formation continue pour un entrepreneur, c'est hyper important de garder cet état d'esprit de débutant et c'est un piège, hein. D'ailleurs, il y a des bouquins géniaux qui sont écrits là-dessus, notamment Ego is the enemy. Donc, en français, je crois que c'est l'ego et l'ennemi. Quand tu crois que tu sais tout, tu n'avances plus. Quand tu crois que tu sais tout, tu n'apprends plus rien. Quand tu crois que tu sais tout, tu restes figé sur tes vieilles méthodes et du coup, ouais, tu te fais dépasser. C'est vraiment, bah, toi qui bosses dans le branding, le cas le plus emblématique pour moi, c'est Kodak. Tu vois, Kodak, non, on connaît tout. Vas-y, quoi, le numérique? Hein, jamais on ira là-dessus. Et Kodak, ils se sont fait bouffer alors qu'ils savaient que ça arrivait. Ils avaient développé des trucs en interne. Ils ont juste décidé de ne pas y aller, ce qui est une erreur. Les appareils photo, voilà, ils sont passés à la trappe alors qu'ils avaient quand même, ils auraient pu le faire. Donc, c'est hyper important de rester en veille et de continuer de se former tout le temps. ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est une vision qui pour moi est très importante aussi dans mon business aujourd'hui, tu vois. Et du coup, alors question qui tue, est-ce que tu peux en quelques mots résumer ce que c'est pour toi le copywriting? Oui, bien sûr. Alors, le copywriting, c'est la science de vendre avec les mots. Je dis la science parce que on pourrait dire c'est l'art de vendre avec les mots bien choisis pour faire cliquer. Oui, c'est vrai aussi. Mais dans le côté la science, il y a une approche très rigoureuse, il y a une approche très scientifique. Vraiment, on va faire des tests. La démarche scientifique, c'est ça. C'est je vais tester. Typiquement, l'exercice le plus représentatif du copywriting, c'est que quand tu es infopreneur, comme toi, Pauline, par exemple, eh ben, ce qui va se passer, c'est que si tu as une base de 10 000 abonnés, encore une fois, tu vas faire ce test. Écoute, plutôt que d'envoyer à 10 000 abonnés à ma newsletter, je ne vais pas leur envoyer à tous le même objet de mail. Je vais découper scientifiquement mon groupe. Je vais faire un groupe de 1 000 personnes. Je vais leur envoyer un objet de mail A. Je vais prendre un deuxième groupe. Je vais leur envoyer un objet de mail B. L'objet de mail qui aura le plus ouvert, qui m'aura fait le meilleur taux de clic, c'est celui que je vais choisir et que je vais envoyer aux 8 000 autres. Ça, c'est une démarche très rationnelle, très rigoureuse, très scientifique. Et le copywriting, quelque part, c'est ça, c'est suivre parfois des modèles d'écriture avec des structures, c'est-à-dire qu'on va suivre des structures dans nos mails, dans les pages de vente, dans les campagnes marketing. Il y a des structures qui ont fait leurs preuves et il faut les dérouler. Il y a des mots qui sont plus puissants que d'autres, qui réussissent à mettre les lecteurs vraiment dans un
état émotionnel bien plus propice à l'action, à l'achat, au clic, que simplement des mots très, très bateaux. Tu vois. Et notre travail, nous, en tant que copywriter, c'est vraiment d'aller vers ce passage à l'action. Notre objectif, c'est de prendre le lecteur du titre de l'article, du titre de la pub, de l'objet du mail jusqu'en bas, en passant par toute la lecture. Quand je dis toute la lecture, ça veut dire les images, ça veut dire les passages en gras, ça veut dire les intertitres. Tout ça, c'est réfléchi et c'est testé jusqu'à parfois même la couleur du bouton. Est-ce que tu mets un bouton je réserve ma place pour le webinar? Est-ce que tu le mets en jaune? Est-ce que tu le mets en vert? Est-ce que tu écris plutôt je réserve ma place pour le webinar ou je veux aller au webinar ou commander ma place, réserver ma place? Tout ça, ça se teste. Et c'est pour ça qu'on parle d'écriture scientifique. Là, je pense que, ouais, tu vois juste derrière moi, j'ai le bouquin, je le vois ici. C'est Claude Hopkins, Scientific Advertising, la publicité scientifique. Il y a des tests, des tests, des tests. Tu as des créateurs qui vont te dire non, mais la pub, c'est vraiment que du feeling, c'est faire passer des bonnes émotions, on est des artistes, on est là pour faire de la création, on est là pour divertir le public. Oui, il y a une partie de ça qui est vraie, mais la réalité, c'est que ton client, quel qu'il soit, c'est un businessman qui a un budget donné et qui, en fonction de ce qu'il investit, quand il investit 100, il veut gagner 400, ou quand il investit 100, il veut gagner 150. Et on est objectivement dans un job de la mesure. Si tu ne mesures pas, ça veut dire que tu jettes de l'argent par les fenêtres. Donc, c'est pour ça que le copywriting, c'est la science de vendre avec les mots. Super présentation. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est vrai que cette idée de mesure, souvent on l'oublie en business. Moi, je sais que j'ai tout plein d'indicateurs de KPI, tu vois, que je me fixe en fonction de la stratégie, en fonction de ce sur quoi je travaille. Et c'est super important ouais, de mesurer et de tester. Oui, bien sûr, toujours. Et c'est vrai que typiquement, tu vois, moi, en tant que copywriter et en tant qu'infopreneur, on va dire la mesure. Là, j'ai mon petit fichier collé sur la fenêtre à côté. Nombre de newsletters envoyés cette semaine, combien de nouveaux abonnés, combien de désabonnés, combien de ventes. Et en réalité, il faudrait même que je me concentre uniquement sur combien de ventes, combien de ventes, combien de ventes. Tu vois, à la fin, on peut avoir plusieurs métriques à analyser. C'est vrai, c'est important parce que ça nous permet de dire, OK, bon, cette semaine, je vais peut-être mettre l'accent plutôt sur les vidéos, je vais mettre l'accent sur les articles, peut-être que je vais être un peu plus présent sur ma communauté sur Facebook ou sur Instagram. On peut avoir diverses actions pour occuper le terrain. À la fin, le vrai chiffre qui compte quand tu mesures l'efficacité d'un copywriter, c'est vraiment est-ce que sa campagne de mail, sa campagne de prospection, est-ce que sa page de vente, elle convertit? Voilà, on est mesuré vraiment à ça. Est-ce que ça convertit? Ouais, je suis tout à fait d'accord. Moi, j'ai pour habitude de dire qu'au final, le seul vrai indicateur en business, celui qui compte à la fin, c'est le chiffre d'affaires. C'est à quel point est-ce qu'il va grandir ou pas, du coup. Oui, exactement. Parce que tout le reste, c'est, tu sais, les Américains, ils parlent de vanity metrics. À Mm. quoi ça sert? Ces chiffres de la vanité. C'est chouette d'avoir 8 000, 10 000, 50 000 abonnés sur Instagram, mais si derrière, chacun d'entre eux te rapporte même pas un centime, ça ne sert à rien. Et c'est pour ça que dans le business, il y a cette notion dans la communauté, parce que j'ai aussi été community manager. Tu sais, pendant 8 ans, j'étais community manager de Patrick Bruel. Et du coup, bon, lui, il a une communauté qui est énorme. C'est un artiste vraiment complet, tant dans la musique que théâtre, que cinéma. Plus, il fait du business à côté. Il a des investissements. Il était joueur de poker. Il est champion du monde de poker en 98. Il était actionnaire de Winamax, le site de paris sportifs et de poker en ligne. Il a plein d'activités vraiment. Et c'était génial d'apprendre à ses côtés. Tu vois, c'est une grosse marque. Là, pour le coup, pour ta problématique, waouh, comment tu fais quand tu es multicasquette comme ça? Comment tu communiques quand tu es une marque qui touche dans autant de domaines? Et pourquoi je te parlais de Patrick? Ouais, parce que dans le community management, il y a cette notion de, OK, on gère un peu une communauté, il faut être sympa, il faut donner, mais il y a aussi le moment où il faut vendre. Et ça, c'est important de savoir doser, de savoir équilibrer le côté Exactement. gentil, je donne, je donne, je donne, mais il y a aussi le côté à un moment il faut que je vende, donc il faut que je demande la vente. Et il faut le faire avec les bons mots. Voilà, parce que dans la notion de choisir les bons mots, c'est ça le copywriting, choisir les bons mots. Tu peux pas être dans le côté, je suis pas un mendiant, je suis pas en train de vraiment de vous supplier, s'il vous plaît, achetez ma formation sur le copywriting. Non, pas du tout ça.
Il y a d'autres manières de le dire. Si vous voulez réussir, si vous voulez doubler votre chiffre d'affaires, si vous voulez blablabla, toutes ces choses-là, ça s'apprend. C'est vraiment, on trouve les bons mots et on trouve les bons arguments. Tu vois, dans le copywriting, il y a aussi cette notion-là et qui rejoint le marketing un peu plus global, de trouver vraiment les points de douleur, pain points en anglais, les douleurs, les frustrations. Récemment, j'avais trouvé un nouveau mot. Désormais, on dit aussi les irritants marketing. Qu'est-ce qui irrite votre lecteur? Qu'est-ce qui fait que la nuit, il dort mal? À quoi il pense? Qu'est-ce qui tourne en boucle dans son cerveau? Et pourquoi il va aller vers votre offre, vers votre solution? Parce que vous allez trouver les bons mots pour décrire ces douleurs et que vous allez savoir intelligemment lui présenter une solution qui va révolutionner sa vie. Oui, tout à fait. Et du coup, par rapport justement aux pages de vente, vu que tu en as déjà pas mal parlé, moi j'aimerais vraiment focaliser cet épisode-là effectivement sur les pages de vente, parce que c'est un grand challenge quand on vend des formations ou quand on est entrepreneur en fait en ligne, tout simplement, que ce soit quand tu vends du coaching, de la prestation de service, des formations ou même des produits physiques d'ailleurs. C'est une grande question. Quels sont pour toi les grands essentiels d'une page de vente, du coup? S'il fallait revenir vraiment à l'essentiel de l'essentiel, en gros, moi j'ai l'habitude de travailler avec une superstructure. Ok, t'imagines vraiment comme un chemin de fer, une structure avec tous les passages obligés. Je dirais, l'image que j'aime bien utiliser, c'est l'image des Legos. Tu vois, on va empiler des Legos, on va empiler 17 blocs de texte. Ok, ça c'est vraiment ma sauce personnelle, on va dire que je donne dans ma formation Copywriting Express et dans le livre, le guide du copywriting. Mais s'il fallait revenir à l'essentiel, il y a des modèles qui ont fait leurs preuves. Depuis plus de 100 ans, on n'a pas changé de modèle. Tu as la fameuse méthode AIDA. La structure AIDA, c'est 4 lettres pour les 4 étapes essentielles. Le premier A, ça va être vraiment de capter l'attention de votre prospect. Comment est-ce que tu fais ça sur une page de vente? Eh ben, c'est peut-être d'avoir un titre en gros, en rouge, avec des mots vraiment choc dedans. Peut-être avec un titre en forme de grosse promesse et un sous-titre ultra sympa. Peut-être que c'est le visuel. Mais l'idée à retenir sur le A de Aïda, c'est que tu es là, imagine, tu as quelqu'un qui est en train de conduire sur sa route et toi, l'objectif, c'est que tu as ton casino là-bas qui est à 5 km. Il faut qu'il prenne la bretelle vers chez toi. Il faut que ce soit vraiment lumineux. C'est vraiment le panneau ouais, complètement lumineux, scintillant, qui dit, ouh, venez chez nous, c'est vraiment génial, vous allez devenir riche. Là, j'exagère, mais on est là-dedans. On est vraiment dans le capter l'attention. Un exemple tiré du sport, tiré du journalisme. En 2010, c'est le naufrage le plus total pour l'équipe de France. On est en Afrique du Sud, à Nisna, pour la Coupe du Monde. Et le journal L'Équipe, à la suite d'embrouilles au sein de l'équipe de France, il titre un truc vraiment très hardcore, c'était Va te faire enculer, sale fils de pute, avec des petites étoiles pour cacher le mot enculé. Donc, tu as le seul journal sportif français quotidien qui titre ça sur l'altercation entre Nicolas Anelka et Raymond Domenech. Comment tu veux ne pas acheter ce journal? Tu te dis, oh là là, attends, c'est l'équipe de France, c'est l'équipe. Ce titre de fou furieux, mais qu'est-ce que c'est que ça? Là, ils ont capté mon attention, même si je ne suis pas le foot, waouh! Et c'est un des numéros qui a permis à l'équipe de faire son chiffre d'affaires de l'année, tellement c'était un événement, cette embrouille. La réalité, en plus, et c'est ça qui est très fort, c'est que Nicolas Anelka n'a jamais dit ça. C'est entre guillemets, il n'a jamais dit ça. Il y a eu un procès et il l'a perdu. Pourquoi? Parce qu'il y a des règles, il y a des lois qui disent qu'en termes de liberté d'expression, tu as le droit à peu près de prêter certains propos à certaines personnes. Ce qui fait, c'est complètement fou. Cette règle, elle est complètement folle. Il faut vraiment vous renseigner là-dessus. Mais en gros, je ne vais pas dire que vous avez le droit d'écrire ce que vous voulez et de prêter n'importe quel mot à n'importe qui, mais on n'en est vraiment pas loin. Donc, renseignez-vous là-dessus. C'est ultra intéressant. L'art du titre et les meilleurs copywriters, ce sont avant tout vraiment ce que j'appelle moi des titreurs d'élite. Okay, ça fait mouche. Tu vois le titre, tu dis oh, je veux savoir ce qui se cache derrière. C'est pas forcément un titre qui est marrant, mais tu as des titres vraiment mais ultra simples. Comment perdre 3 kilos en 3 semaines en arrêtant de manger cet aliment? Tu vois, là, j'exagère, c'est un titre il est un peu plat comme ça. La réalité, je sais que ça va cliquer, je sais que ça va ouvrir, je sais que si tu fais une pub comme ça sur Facebook ou Instagram, il y a des gens qui vont cliquer dessus
parce que c'est une vraie promesse qui va répondre à une vraie douleur. Donc ça, c'est la première partie, c'est comment je fais pour attirer l'attention de mon lecteur. Mon lecteur, il n'est pas là pour moi, il est en train de scroller sur Instagram, il est en train de faire complètement autre chose. Il faut que je réussisse à l'arrêter au moins une seconde pour qu'il vienne lire, qu'il regarde le visuel 2 fois, qu'il lise en savoir plus, qu'il clique sur lire plus et qu'à la fin, il clique sur en savoir plus pour qu'il arrive enfin sur la page de vente. Et ça, c'est un travail qui est vraiment, vraiment, vraiment fou. Et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de publicités scandaleuses avec des titres complètement fous. Et parfois, ça marche. Donc, en fait, encore une fois, on revient à la notion de test. Okay, on fait des tests. Parfois, une approche gentille, elle ne va pas marcher. Une approche un peu plus hardcore, elle va fonctionner. Il faut tester. On n'a jamais la réponse tant qu'on n'a pas testé. Et surtout, dans ce job, il ne faut jamais se dire je sens que, je pense que. Non, non. Les tests. Il n'y a que les chiffres qui parlent. Ça, c'est hyper, hyper important. Donc ça, c'est le début. Comment est-ce qu'on fait pour attirer l'attention avec titre, sous-titre et visuel? Okay, ça, c'est la partie importante. Ensuite, on va avoir dans la méthode AIDA, on a le I de vraiment garder l'intérêt du lecteur. OK, il est arrivé, il est là, mais maintenant, so what? Qu'est-ce qui va se passer? Donc l'idée, pour garder son intérêt, c'est vraiment de lui parler de lui. Concrètement, ça veut dire que c'est le moment où vous allez écrire si vous en avez marre de ci, de ça, si vous aimeriez faire ci, faire ça, si ça vous saoule de ne pas pouvoir courir plus de 10 minutes d'affilée sans être essoufflé, si vous en avez marre de poster 7 fois par semaine et de faire un chiffre d'affaires vraiment ridicule, j'ai une solution pour vous et je vais vous en parler dans 2 minutes. Okay, donc là, on capte vraiment l'intérêt. Comment est-ce qu'on fait? On va répéter les douleurs. On va vraiment montrer à notre lecteur que, oh, tu n'es pas là par hasard. Je vais te parler de tes douleurs parce que je te connais, parce que je suis un expert dans mon domaine et je vais te le montrer rapidement. Et je te promets qu'à la fin de ces 2 minutes, qui à la fin seront 10 ou 15, je te promets que je vais avoir une solution pour toi et tu ne vas pas être déçu du voyage. Vas-y, suis-moi. Là, c'est vraiment le moment où on va capter l'intérêt du lecteur. C'est un peu, tu sais, le capter l'intérêt, c'est vraiment équivalent à quand tu regardes la télé, quand tu regardais une émission un peu de variété où il y avait les chanteurs, ils disaient « Hé, tout de suite après la pub, vous aurez Jean-Jacques Goldman et Patrick Bruel et machin. » Ok, voilà. Ah ouais, juste après la pub, ils vont arriver. Ils te mettent un peu, ils te chauffent. Il y a vraiment le teasing. Ouais, ouais, Patrick Bruel, je veux. Juste après la pub. Ah merde, on va devoir attendre. Bon, d'accord, on va attendre. Donc là, tu as capté l'intérêt vraiment du prospect. La troisième partie d'une bonne page de vente, de la structure la plus simple qui est la structure AIDA, c'est le D de désir. Okay, et c'est là le moment où on va passer de la partie, on va dire, un peu rationnelle du cerveau. Là, pour le moment, on lui a montré, on lui a rappelé qu'il souffrait. On était déjà un peu dans l'émotionnel, d'accord? Mais c'était quelque chose encore de très compréhensible, de très rationnel, de ouais, c'est vrai que j'ai mal, c'est vrai que je souffre d'être trop gros, c'est vrai que je souffre d'être trop pauvre. Donc, oui, c'est vrai. So what? Tu vois, il pourrait s'arrêter là, le lecteur. Il pourrait se dire, ouais, c'est vrai. Mais là, on attaque avec le D de désir. On attaque vraiment le moment où on va commencer à parler de l'offre. On va peindre une situation idéale au prospect et on va lui parler de ce qu'il y a dans notre offre vraiment. Grâce à l'offre de Madame Branding, tu vas apprendre à avoir une marque vraiment qui sera vraiment ultra désirable. Tu vas créer des logos géniaux, tu vas créer des pages de vente superbes, tu vas mettre en place une stratégie qui te permettra, en foutant rien de ta semaine, non, c'est pas vrai, il y a toujours du travail, mais en faisant le minimum d'efforts possible, de maximiser tes résultats. Et là, vraiment, on est là pour faire rêver, on est là pour donner les résultats les plus fous que nos clients ont eus, les résultats les plus fous que nous avons eus. On n'est pas là pour mentir, on est toujours là pour dire, voilà, si tu suis notre protocole, si tu suis vraiment la méthode pas à pas, la méthode simple, la méthode facile, tu vas arriver à tous ces résultats. Regarde tout ce que ça va t'apporter. Et là, vraiment, le lecteur, il ne peut pas dire non parce que tu lui vends la solution à tous ses problèmes. Tu lui vends une transformation. Tu lui vends vraiment le passage de
un étudiant qui galère à un étudiant qui fait 3 000, 4 000 euros par mois. Tu lui vends la situation d'un auto-entrepreneur au fin fond de sa campagne à, OK, tu es au fin fond de ta campagne, mais tu vas quand même pouvoir générer 7 à 10 000 euros par mois. Tu n'as pas besoin d'être à Paris, tu n'as pas besoin de serrer des mains, tu n'as pas besoin de connaître tout le monde. Juste si tu travailles bien avec une pure marque, suis mon protocole, suis mon système, je te promets que tu vas y arriver. Regarde, et c'est là que c'est intéressant, regarde la fameuse règle show, don't tell. Tu es là pour montrer, tu n'es pas là pour raconter, tu es là pour montrer. Et c'est là que tu utilises l'histoire de tes clients. C'est là que tu utilises les témoignages clients. Et ça, c'est très, très fort parce que ça va rassurer ton lecteur. Ah ouais, c'était génial tout ce qu'il me racontait, mais bon, quand même, je ne savais pas trop si je devais y croire ou pas. Et là, tu montres les vraies têtes de tes vrais clients qui ont vraiment suivi tes formations, que tu as vraiment accompagnés et qui ont vraiment eu tel ou tel résultat. Tu montres des copies d'écran, des mails de félicitations qui t'ont envoyé, des mails de remerciements qui t'ont envoyé. Tu montres des copies de décollage de chiffre d'affaires. Tout ça, c'est hyper important parce que c'est show, don't tell. Tu montres. On n'est plus dans je raconte, je vends un truc imaginaire. On est dans le très concret. Et la vente, c'est ça. Tu vends une transformation qui est concrète. Le copywriting, c'est vraiment ça. Capter l'attention, vraiment verrouiller l'intérêt de ton lecteur, lui montrer que waouh, c'est fou, ce produit, il me le faut. On est dans un désir brûlant, dans un désir ardent de oui, je le veux. Je veux que ma vie de merde, elle devienne cette vie géniale. J'exagère hein, quand je dis ma vie de merde, mais globalement, on a un problème. Que ma vie de chauve, ça passe à une vie de ouais, je retrouve mes cheveux de mes 20 ans. Tous les problèmes ont des solutions. Sauf la repousse de cheveux, ça n'existe pas. La greffe, ça existe, mais la repousse, ça, j'y crois pas trop. Sinon, il n'y aurait plus de chauve. Donc voilà, ça, c'est un domaine génial. Hein, toutes les pilules, les capsules, les shampoings, bon, c'est un domaine qui est vraiment fascinant. Et ensuite, tu finis ta structure de page de vente. Là, tu as parlé tout, tu as fait ta promesse. Vraiment, là, ton prospect, normalement, il est chaud bouillant. Il a envie. Là, je le veux, je fais comment? Tu vois? Là, il ne faut pas vous contenter de mettre un bouton cliquez ici. Non, 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 ce n'est pas cliquer ici. C'est je commande ma formation, je réserve ma place de webinaire, j'assiste à la formation, j'achète la formation, je commande, commandez maintenant, mettre au panier, ce que vous voulez, la formulation que vous voulez. De toute façon, vous allez les tester. Et n'oubliez pas, c'est le moment où vous allez dire vraiment, OK, cette offre, elle s'appelle machin. Dedans, il y a tout ça. Elle va vous coûter tant. Et là, c'est le moment où vous allez vraiment prendre votre lecteur par la main en lui expliquant ce qui va se passer, le process. Quand vous allez cliquer, vous allez arriver sur une petite page où je vais vous demander votre nom, votre prénom, votre carte bleue, votre email et vous allez recevoir directement vos accès dans la boîte mail. N'oubliez pas, il y a une garantie de 30 jours, 60 jours, un an satisfait ou remboursé. On met tous les éléments de réassurance. D'accord? La fin, c'est vraiment ce qu'on appelle le close. On est dans le A de action. Le dernier A de Aïda, c'est le A du passage à l'action. Tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, il faut que ça se concrétise avec votre lecteur qui doit passer à l'action. Il doit s'abonner à votre newsletter, il doit s'abonner à votre chaîne YouTube, il doit cliquer sur votre bouton commander pour réserver sa place, pour réserver son webinaire gratuit. Toutes ces choses-là, elles sont ultra importantes et c'est un échec si votre lecteur, il a lu jusque-là, mais qu'il ne clique pas sur action. Alors, quand je dis c'est un échec, on a tous un taux de réussite qui est variable en fonction des produits, en fonction du moment, en fonction de la journée. Mais votre objectif, c'est de toujours pousser à la hausse votre taux de conversion. Taux de conversion, pour rappel, ça veut dire sur 100 visiteurs sur votre page, combien vont cliquer? Si on a 5, c'est un taux de 5%. Et c'est plutôt pas dégueulasse. Tout le monde aimerait 5%. 10%, c'est un rêve. C'est complètement fou. Convertir 10 lecteurs sur 100, c'est fou. Donc, c'est notre objectif en tant que copywriter d'aider le créateur du produit à avoir le meilleur produit possible, d'avoir les meilleurs bullet points possibles. Bullet points, c'est les bénéfices. À quoi sert ton produit? Que va permettre ton produit? Tout ça, ça se rédige, ça s'écrit correctement. Et votre job de copywriter, c'est ça. Et ça culmine au moment du bouton de call to action, l'appel à l'action. Votre lecteur va-t-il cliquer maintenant? Si dans sa tête, il se dit « Ouais, je reviendrai, c'était pas mal. » Peut-être, il ne reviendra jamais. Votre vente, elle est perdue, c'est mort. S'il a été tellement chauffé, tellement séduit, tellement conquis et convaincu par votre produit, par votre page de vente,
il va cliquer, la vente, elle est réalisée. Bravo, vous avez fait votre travail. Et c'est ça vraiment, donc le travail de copywriter, c'est d'organiser l'information de haut en bas pour que ton prospect il soit à la fois convaincu de manière très rationnelle, qu'il soit persuadé que waouh, j'adore, c'est vraiment canon, et sous le charme, genre ouais, mais ça va faire de moi quelqu'un d'autre. Vas-y, je veux cette nouvelle version de moi-même. Là, l'histoire qu'il m'a racontée, mais oh, je veux que ce soit la mienne. Ça, c'est le pouvoir du copywriter. Ouais, c'est super, super riche. Merci pour toutes ces informations. C'est vrai que le scénario AIDA, je pense qu'il est de plus en plus connu parmi tous les entrepreneurs. Quand même assez bien connu. Moi, je l'utilise dans mes formations, tu vois, par exemple. Mais pourtant, effectivement, comme tu dis, il a fait ses preuves et il marche toujours, toujours et encore. Et je sais que tu en parles effectivement dans ton bouquin aussi, dans ton livre. Ah ouais, mais il marchera toujours, Et tu ouais, sais, parce que simplement, l'esprit humain, de manière simple, j'ai un problème, deux, je veux une solution. Voilà. Donc, nous, notre travail, c'est juste d'utiliser c'est ça. ce fonctionnement, tu vois. On n'est pas des magiciens non plus, on n'a rien inventé, hein. Voilà, la superstructure. Je mets 17 blocs de texte, AIDA en donne 4, mais en réalité, mes 17 blocs de texte, c'est simplement AIDA en plus détaillé. Tu vois, Oui, personne ne révolutionne vraiment. Quand tu vois la structure PAS, problème, on décrit le problème. A de agiter, on agite le problème, on fait monter la sauce, on noircit le tableau, on remue le couteau dans la plaie. S, solution. Ça reste toujours le même problème, ça reste la même structure, problème, solution. Donc voilà, tout à non, fait. mais il faut les connaître, il faut les tester, il faut jouer avec et voir ce qui marche. Tout à fait. Ouais. Et du coup, j'en viens à ton livre, quand même, le guide du copywriting que j'ai d'ailleurs avec moi juste ici, Qu'il que est j'ai emmené en vacances beau. cet été. Je le trouve d'ailleurs très bien fait, super complet. J'étais Merci assez beaucoup. étonnée en fait de voir qu'il couvre énormément de choses en fait dans le copywriting, des choses que j'avais déjà vues, des choses que j'ai apprises. Et c'est top, franchement. J'ai beaucoup aimé le lire. Et je trouve qu'il s'adresse autant, tu vois, par exemple, à des entrepreneurs qui ont envie de mieux rédiger aussi leurs pages de vente, leurs emails, leurs posts, etc. Autant qu'à des copywriters qui veulent se former en fait vraiment au copywriting. C'était ça le plus dur, tu sais, sur la Mm. définition de la cible. Pour qui est-ce que j'écrivais ce livre? Il y a un chapitre au début hein, pour dire, est-ce que vous voulez devenir copywriter pour vous, pour faire votre copywriting, pour développer votre business, ou est-ce que vous voulez devenir copywriter pour tous? Donc vraiment, Mm. copywriter qui va être copywriter pour des clients, pour une variété de clients. Et ça, c'est encore un souci aujourd'hui, on va dire, quand je réfléchis pour qui j'écris mes newsletters, de plus en plus, je me dis, OK, tu es copywriter pour les copywriters. Tu vois, c'est vraiment, Mm. j'écris pour des futurs copywriters. Donc, tout le ton, je ne vais pas dire est en train de changer, mais bon, quelqu'un qui veut apprendre le copywriting, il trouvera son compte dedans quand même. Pardon, je me permets, Pauline, est-ce qu'il y a un chapitre, un truc que tu as appris, un truc qui t'a intéressé, une idée, un truc qui t'a marqué? J'ai bien aimé la partie sur les emojis parce que moi ça me parle. Bien sûr. Moi ça me parle parce que c'est une question qu'on me pose beaucoup par rapport à LinkedIn justement par rapport aux emojis. Donc ça m'a beaucoup parlé. J'ai bien aimé ce chapitre-là parce que je pense que les Ouais, gens bien sûr. parfois sont peut-être aussi un peu réticents à utiliser des emojis en fonction de la cible à qui ils vont s'adresser aussi, tu sais, et à utiliser les bons, etc. Oui, bien sûr. Non, non, Donc, c'était ouais, fun. Il y a quelques études sur le sujet. Et puis après, encore une fois, c'est toujours la notion de test. Tu fais le test, tu envoies ton c'est mail. Est-ce ça, que le mail avec l'emoji, il a plus ouvert? Il faut voir, il faut faire les tests. Et c'est c'est ça. vrai que je m'étais bien marré en cherchant ce sujet. Et je vois, de toute façon, dans ma boîte mail, hein, tous les jours, je reçois des mails, je regarde qu'est-ce qui se passe, qui envoie quoi comme emoji. Il y en a qui sont vraiment ultra fans d'envoyer un rond rouge. Tu vois, système.io, très souvent, ils envoient un rond rouge au début. Pourquoi? Parce que le rouge, ça capte l'attention. C'est connu pour capter l'attention. Donc, pourquoi pas? Il faut voir si effectivement, il faudra en discuter avec le fondateur de System.io. Est-ce que ça marche mieux? Est-ce que tu as fait les tests? Non, c'est fascinant. Mm. La notion emoji dans le copywriting, plutôt intéressant. Ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord. Et tu vois, ce que j'aime bien aussi, et je le retrouve là dans l'échange que j'ai avec toi, c'est que tu utilises aussi beaucoup d'exemples. Ça permet de vraiment se représenter la chose et de comprendre davantage aussi.
Et ça, Ouais, c'est quelque chose que j'apprécie c'est beaucoup. hyper important. Tu sais, en gros, il y a une règle qui dit en tant que formateur, ce qui est hyper important, c'est toujours de donner trois exemples. J'utilise, il y a cette image de la porte en fonction des âges. Tu as une porte en face de toi. Pour le bébé, il faut une poignée en bas. Pour l'adolescent, une poignée plus haute. Et pour l'adulte, voilà, encore une poignée plus haute. C'est pareil pour les exemples que tu utilises en copywriting. C'est pour ça que généralement, je dis à mes clients, essaye dans ta page de vente de mettre trois exemples. Tu vas avoir peut-être Monique, comptable 50 ans, qui a fait sa reconversion. Tu as peut-être le jeune de 30 ans ou 25 ans qui est en pleine quarter life crisis, qui se remet en cause, qui lui aussi va être un peu en reconversion, qui a envie d'apprendre le copywriting. Et tu as le jeune déscolarisé qui se chauffe et qui se dit ouah, je vais faire un paquet de thunes dans le copywriting, c'est complètement fou. Donner plusieurs exemples pour toucher plusieurs publics, c'est hyper, hyper important. Et c'est vrai que dans le livre, du coup, je me suis dit, OK, on fait un livre ultra simple. Le guide du copywriting, c'est donc 50 chapitres avec à chaque fois un sujet par chapitre et des exemples. C'est hyper important pour simplement pour que le lecteur il puisse passer à l'action. Quand tu restes trop, moi, j'aime pas les livres qui sont trop vraiment théoriques. Théorique. Parce que du coup, ouais, je suis perdu. Mais OK, c'est bien ce que tu me dis. C'est bien cet argument que tu me donnes avec cette théorie. Mais comment des gens l'ont appliqué et comment est-ce qu'ils l'ont rédigé vraiment? Et là, en l'occurrence, on est sur un bouquin sur le copywriting. Il faut des phrases, il faut des exemples. Donc, ouais, c'est pour ça que j'ai gardé ça en tête au moment de l'écriture du guide du copywriting. Oui, tout à fait. Et du coup, comment ça s'est passé au final, l'écriture de ton livre? Comment est-ce qu'on passe du coup de formateur à écrivain au final quand tu as rédigé ton livre? Bah, le truc qui était bien, alors toi tu le vois à l'image, là il y a le bouquin ici blanc et rouge. C'était Mhm. le guide du copywriting, c'est vraiment, je vais te dire, j'avais déjà écrit plus de 20 formations dans la séduction. J'avais déjà écrit mon premier livre en papier, c'était un guide sur la barbe, ça s'appelle Barbe Monsieur aux éditions Solar, c'était en 2017. En 2017 aussi, donc Leçon de séduction chez Alizio, donc Le Duc et les éditions Alizio aujourd'hui. Et du coup, Erol, c'est venu assez naturellement parce que je vendais déjà en ligne, je vends donc ma formation Copywriting Express et la formation des titres qui tuent, mais il fallait le livre. Parce que le livre, si tu veux, ça te crédibilise. Le livre, ça te permet d'avoir plus de presse, plus de télé, plus de radio. Ça te permet vraiment de passer à un autre stade de crédibilité et de légitimité. Et surtout, en fait, il y a une notion quelque part qui est hyper importante quand tu es formateur, c'est que tu as envie de transmettre ce que tu connais. Je révolutionne rien, je n'invente rien. Et il y a eu d'ailleurs un commentaire sur Amazon par rapport au livre qui dit très bonne collection de techniques trouvées ça et là sur le web, c'est un bon condensé. Ben ouais, j'ai pas la prétention. Donc du coup, le mec m'a mis 3 étoiles seulement sur 5 parce que c'était déjà un pro, il avait déjà lu des trucs à gauche, à droite, tu vois. Mais moi, mon but du jeu, c'est pas de m'adresser aux 10 meilleurs copywriters qui gagnent 20 000 balles par mois. Non, c'est de démocratiser justement le copywriting et de donner les bases. C'est ce que tu as dit d'ailleurs. Tu as retrouvé des trucs que tu connaissais déjà, tu en as découvert d'autres. Bon, c'est l'objectif. Moi, j'ai compilé 10 ans de métier, j'ai compilé 10 ans de lecture sur le sujet et nulle part je dis que j'invente. Ah si, je dis j'invente deux choses. La méthode open, pour dire c'est vraiment l'ouverture, la promesse, la notion de temporalité, la négation, comment on fait une bonne promesse en utilisant la méthode open et la superstructure. Mais tout le reste, oui, je ne suis pas le mec qui a inventé le copywriting. Mais sur le marché français, il n'y avait pas de référence. Je sais qu'il y a un nouveau livre qui va arriver chez un éditeur concurrent au mois de janvier, février prochain. Mais en attendant, mon livre, c'est un des premiers. Donc, comment ça s'est fait? Assez facilement, parce que je cherchais un éditeur. À la base, j'avais pitché un truc qui n'était pas bon. Vraiment, j'avais pitché un sujet qui était tellement niche, mais tellement trop sur une niche que ça ne pouvait pas aboutir. C'était un bouquin sur les titres, tu vois. Donc, c'est pour ça que je vends des titres qui tuent uniquement en ligne. C'est hyper important de savoir écrire des titres, mais est-ce que ça aurait fait un bouquin entier? Bof, c'est pas dit. Mhm. Donc ça, mes éditeurs successifs, ils m'ont dit, ah, remballe, dégage, vas-y, reviens avec un autre concept. Et du coup, je me suis dit, bon, eh ben, on y va, full speed, copywriting,
Et ça a marché. J'en avais 3 potentiellement, 3 éditeurs potentiels. L'écriture, elle m'a pris plus de temps que prévu parce que j'ai eu une petite fille entre-temps. L'écriture d'un livre prend du temps, surtout quand tu veux le structurer comme je l'ai fait, à savoir 50 chapitres. Chaque chapitre demande à chaque fois quand même. C'est hyper important si vous voulez écrire votre livre business aussi. Toujours important d'avoir des exemples concrets de votre expérience, d'avoir des exemples qui viennent d'autres livres et d'avoir des exemples d'autres professionnels. Donc, ça demande une grosse, grosse, grosse recherche. Il faut des chiffres aussi, parce que, comme je te l'ai dit, le copywriting, c'est vraiment scientifique. Il faut tester. Tu ne peux pas juste arriver. Je pense que faites si. Ouais, il faut des sources. Et tout ce travail de sourcing, tout ce travail de recherche prend du temps. Donc ouais, ça a pris un peu plus de temps que prévu. Et écoute, depuis mars 2021, il se vend bien. Il est régulièrement en tête des ventes sur Amazon et à la Fnac. Donc je suis très très content. Bah, c'est top. Parfait. En tout cas, ouais, je pense que c'est une bonne référence. Et puis, ce qui est bien, tu vois, c'est que par exemple, si tu veux avoir une réponse comme assez rapide à une question que tu te poses, tu vas dans le sommaire et tu pioches aussi dans ce dont tu as besoin, quoi. C'est un livre que tu peux facilement reprendre aussi. Ouais, c'est ça, c'est vraiment pouvoir naviguer facilement. C'est un peu, tu vois, le reproche parfois du livre, c'est que le livre, oh, c'est dur de retrouver ta page. Alors que sur le web, voilà, tu tapes ta recherche dans Google, c'est bon, et tu as 10 blogs qui vont ressortir avec l'article sur le sujet. Donc, c'est effectivement il y a tout sous ta main. Voilà, tu as tout en un bouquin, et c'était ça aussi le but, ouais, de faire quelque chose de pratique, de faire un livre concret qui permette et aux débutants et aux intermédiaires de bien maîtriser le copywriting. Tout à fait. Top. Alors, on arrive un petit peu à la fin du coup de cette interview. Déjà, le temps passe vite. J'aime bien terminer en fait mes interviews sur quelque chose de vraiment actionnable, tu vois, que les gens peuvent vraiment mettre en application pour que ce soit du coup pas que de la théorie, mais que ce soit Ouais, bien, bien bien sûr, bien concret. sûr. Pour toi, si effectivement quelqu'un veut démarrer et commencer à optimiser aussi sa page de vente, par exemple, ou démarrer la rédaction de sa page de vente, quel est pour toi l'élément clé à faire en premier? Donc, le premier conseil que tu donnerais. Premier conseil, que vous ayez une page de vente déjà ou pas, c'est vraiment de vous poser la question des douleurs de votre client. Tout part de la douleur du client. Comment est-ce qu'il en parle? Tu vois, c'est vraiment ça. C'est j'en ai marre d'être gros. Il va pas dire j'en ai marre d'être en surpoids. Oh là là, mon surpoids me cause des soucis. Non, j'en ai ras-le-bol d'être gros. J'en ai marre d'être gros. J'arrive plus à courir. Je suis à bout de souffle. Je transpire. C'est horrible. J'ai honte de montrer mon corps sur la plage. Franchement, ça devient dur de m'habiller. Tu vois, c'est vraiment d'aller chercher les vrais mots utilisés par les vrais gens. Et c'est hyper important parce que copywriter, quelque part, il y a un moment où, bon, peut-être tu vas lire beaucoup, peut-être que tu as une culture littéraire, ou alors peut-être que tu es vachement dans le marketing et que tu maîtrises de très, très bons concepts. Mais la réalité du copywriting, c'est qu'il faut écrire presque comme on parle. On est dans une écriture conversationnelle. C'est pour ça qu'il faut avoir des conversations avec les gens. Je ne connais pas de bons copywriters. Moi, tu sais, j'utilise beaucoup le test de personnalité DISC. Donc, le test de personnalité DISC, passez-le en ligne. Il est gratuit, il est génial. Ça vous permettra de savoir si vous êtes plutôt D comme dominant, I comme influent, S comme stable ou C comme conforme. En gros, conforme, c'est les ingénieurs, les policiers, les militaires, les contrôleurs de gestion, les gens qui aiment bien les process et les chiffres. D de dominant, c'est vraiment les hommes politiques, les chefs d'entreprise, les gangsters, les gens qui vont marcher sur tout le monde pour atteindre le résultat avant tout et qui réfléchissent après. Les I de influents, les profs, les coachs, les avocats, les journalistes, ceux qui donnent vraiment du temps aux autres, qui aiment transmettre. Et globalement, 50% de la population qui reste les gens stables. Genre qui ont un peu du mal à se décider, qui n'ont pas trop envie de bosser, qui tergiversent beaucoup. C'est ma mère, c'est monsieur et madame tout le monde, d'accord? Eh bien, votre client, généralement, la plupart du temps, c'est monsieur et madame tout le monde. Comment est-ce qu'il parle, monsieur et madame tout le monde? Comment parle-t-il? Qu'est-ce qu'il regarde? Eh bien, il regarde TF1. C'est ça, cette notion de connaître les gens, connaître le peuple sans mépris aucun, hein. Je vous explique. Hier, j'ai écouté un podcast où une fondatrice d'une entreprise dit non, mais écoutez, ben moi, j'ai un parcours classique, école d'ingénieur, mais je t'arrête tout de suite, pas du tout. École d'ingénieur, ça veut dire que tu as bac plus 5 minimum. En France, il y a seulement
18% de la population qui a bac+2 ou équivalent. Donc non, ce n'est pas un parcours classique. La vraie France, elle n'a pas ça, elle n'a pas ce niveau d'études. Et ça, c'est vraiment hyper important de sortir de votre univers parce que vous pouvez être comme moi, hein, vraiment ultra motivé, ne traîner qu'avec des entrepreneurs, des artistes, des athlètes, des gens ultra motivants, ultra inspirants, ultra successful, mais ce n'est pas vos clients, ce n'est pas la vraie vie. Il faut impérativement, je ne vais pas vous dire prendre des bains de foule, mais c'est ça, le métier d'homme politique, tout ce qu'on leur reproche à nos élites, aux hommes politiques, d'être déconnectés de la réalité, eh ben, c'est justement ça le piège du copywriter qui va être que dans des mots très compliqués, pas du tout. Discuter avec des vrais gens, discuter avec vos grands-parents peut-être, discuter avec les voisins, le chauffeur de taxi, quand vous êtes chez le coiffeur, c'est hyper important. Et moi, ma plus grande richesse, c'est ça, c'est qu'en fait, je suis évidemment influent, j'aime partager, j'aime transmettre, j'aime enseigner et j'aime écouter les gens surtout. C'est parce que, alors clairement, hein, un artiste, c'est un voleur, un copywriter, c'est un voleur de mots. Il y a une grande partie de mes pages de vente, pourquoi elles s'écrivent toutes seules? Parce que simplement, je fais mes calls clients, j'écoute leurs problèmes, ils me racontent leurs problèmes et mes pages de vente, elles s'écrivent toutes seules. C'est pour ça aussi que mon rythme de travail, ça reste sur 3 jours pour mes clients, les vraies entreprises et 2 jours sur de la vente de formation. Parce que mes vrais mots, ils me viennent de mes clients. C'est ultra facile. Donc voilà, si vous démarrez dans le copywriting ou si vous voulez améliorer vraiment vos pages de vente, passer du temps avec des vrais gens. Je te rejoins tout à fait là-dessus. C'est vrai que c'est hyper important. C'est un des premiers conseils aussi que je donne en général à mes clients quand on retravaille le positionnement et toutes ces choses-là. Exactement. Donc, ouais, tout à fait. Et je sais que moi, tu vois, quand je suis en entretien avec des prospects ou des clients, pareil, j'ai ma petite feuille, je note leurs remarques et j'ai des phrases déjà concrètes, tu vois, qui viennent d'eux, quoi. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'à important. partir du moment où tu commences à avoir des clients, surtout quand tu es infopreneur, un des trucs les mieux et les plus payants de votre vie, ça va être de passer 20 minutes, une demi-heure au téléphone avec vos clients et d'envoyer un jour, au bout de 6 mois, 1 an, un sondage en ligne. OK, qu'est-ce qui vous manque? Vous voulez quoi? Qu'est-ce qui vous saoule encore? Comment est-ce que je peux vous aider? Et là, vraiment, les mails de réponse, nous, ça nous a permis de créer des formations de toutes pièces à partir des réponses, à partir des résultats de nos clients. En fait, j'aimerais bien ça. Ça, c'était un guide sur la confiance en soi. OK, fine. Et ça a été un best-seller pendant des années parce qu'on répondait aux vrais besoins avec les vrais mots de nos clients. Oui, tout à fait. Super. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces belles pépites. Merci Pauline. Non, c'était très chouette. Tu sais, les pépites, elles viennent quand les questions sont bonnes. Donc, bravo pour les questions. Écoute, je t'en prie. Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup? 3 endroits principaux, on va dire LinkedIn, Selim Niederhofer. Okay. Twitter, Selim, tout simple, Selim, ça c'est vraiment très chouette, un simple prénom, 5 lettres, ça va vite, c'est efficace. Et dernier endroit, partout où je parle de copywriting, à savoir sur le site lesmotsmagiques.com, les-mots-magiques.com et la chaîne YouTube Les Mots Magiques. Voilà, là c'est pour parler de copywriting, les mots magiques. Tiens, qu'est-ce que tu en penses en termes de branding? Ça va? C'est un nom qui te convient? Ouais, moi ça me parle, hein, les mots magiques. Moi je suis très attirée d'ailleurs par le mot magie, donc moi ça me va. Hein. Yes, voilà. En tant que grande fan de Disney, moi ça me va. Nickel, parfait, je prends. Super, merci. Mais merci à toi Pauline, c'était très chouette. Merci à tous. Au revoir. À très vite. Et voilà les amis, cet épisode de podcast est terminé. J'espère que cette interview vous aura plu et que ça vous aura donné déjà des conseils pour booster votre copywriting, booster du coup vos ventes, vendre mieux et vendre plus avec des clients de qualité, forcément. Si cet épisode de podcast vous a plu, je vous invite à aller sur Apple Podcast, à scroller tout en bas, à me laisser 5 étoiles puisque c'est ce que vous pensez, j'espère, du podcast et laisser un petit commentaire, ça aidera grandement le podcast à se faire connaître. Et j'en serai éternellement reconnaissante. En tout cas, je vous dis à très très bientôt pour un nouvel épisode de podcast de Bien dans mon business. D'ici là, prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Bye bye.